Alors bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la Finance Academy. Aujourd'hui, je voudrais qu'on regarde le timing de marché. Est-ce qu'il est stratégiquement intéressant de pouvoir tenter de timer le marché, c'est-à-dire lorsqu'on est un investisseur en bourse et que l'on souhaite optimiser sa performance, est-ce qu'il est pertinent de pouvoir sortir du marché pendant une journée, 2 journées, 3 journées ou plusieurs journées, de manière à essayer de toujours garder le potentiel de hausse qu'offre le marché action, mais aussi éviter de prendre les journées où il y a des cracks avec des descentes vertigineuses dans les indices qui peuvent aller jusqu'à des -5, -10% en une seule journée. Voilà, je vous partage tout ça derrière le PC. Je vous dis donc à tout de suite de l'autre côté. Alors est-ce que c'est une bonne idée ou pas de vouloir timer le marché? Donc je rappelle, l'idée c'est plutôt qu'être investi tout le temps, on essaie de sortir au moment où on pense que les marchés vont pouvoir potentiellement dégringoler et puis on essaie de rentrer à nouveau dans le marché au moment où on pense que le potentiel de hausse il est à nouveau rétabli. Alors je rappelle qu'ici on est dans une perspective de gestion de son patrimoine via l'investissement boursier à long terme. Donc on est vraiment là sur du temps long. Donc tous ceux qui font du trading, qui achètent et qui vendent en intraday ou sur même en swing sur plusieurs semaines ne sont pas concernés par cette vidéo puisque là on n'est pas du tout dans cette optique-là. Donc pour pouvoir répondre à cette question, peut-on timer le marché dans une gestion de patrimoine? On va regarder les statistiques des marchés des actions aux US. On regardera le cas du marché boursier en France. On regardera les limites de ces statistiques et puis quelles sont les éventuelles conclusions que l'on peut faire. Alors le marché US, donc je vous ai mis ici les deux indices qui composent le marché US principalement. Donc on a le Dow Jones qui est un indice dont l'avantage est vraiment qu'il est super ancien puisqu'il a été établi dans les années 1890. Donc on a toute sa performance depuis plus de 120 ans. Et puis vous avez à côté le SP500 qui existe que depuis les années 50, dont moi j'ai les données depuis 1970. Et on a ici les graphes de ces deux indices et on voit qu'ils sont évidemment fortement haussiers, notamment depuis on va dire la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Alors quand on regarde de façon beaucoup plus focalisée quelles sont les distributions des hausses ou des baisses journalières de ces indices, donc j'ai mis ici une distribution que l'on peut avoir sur l'indice Dow Jones sur les 126 années de données que l'on possède. Donc on est bien sur les data end of day, c'est-à-dire les données journalières. Donc ce qui représente à peu près 34 500 jours de cotation en bourse. Donc comment j'ai construit ce graphique? Donc comment ça se lit? Donc ici sur les abscisses vous avez en fin de compte les tranches de variation journalière qui varient de 1%. Donc ici vous avez la tranche de 0 à 1%, ici vous avez la tranche de 1 à 2%, de 2 à 3%, etc., etc., jusqu'à la dernière tranche de 15 à 16% de variation en un jour. Et puis pareil pour la baisse, vous avez la baisse ici donc de 0 à moins 1%, de moins 1 à moins 2%, etc., etc., jusqu'à moins 24%. Et donc en ordonnée, vous avez le nombre de jours concernés par chaque tranche en échelle logarithmique. Alors comment se lit donc ce graphique? Donc si on prend par exemple ici cette barre en vert qui correspond donc à une hausse entre 0 et 1%. Donc comment ça se lit? On voit ici qu'il y a 14 327 jours, donc sur les 34 500, qui ont clôturé en fait en variation journalière avec une variation comprise entre 0 et 1%. Donc si je prends cette barre ici, on a 182 jours de cotation journalière qui ont varié entre 3 et 4%. Et donc si on va ici vers les extrêmes, on a donc une journée sur donc 126 années qui a clôturé une variation comprise entre 15 et 16%. Et donc on a exactement pareil dans le territoire négatif qui est représenté ici en marron. Donc vous avez ici par exemple sur cette barre là 90 jours qui ont représenté une baisse de l'indice Dow Jones de -4 à -5%, avec aussi une journée à -24%, puis une autre journée à plutôt -23%. Donc ça, c'est la distribution que l'on peut voir sur le Dow Jones. Donc ce qu'on peut voir, c'est que 17 jours, par exemple, cette barre ici, représente en fin de compte que 0,05% des jours de cotation. Alors si je prends maintenant le SP500 sur les 52 ans de données,
Donc on est toujours en data end of day, donc on a 13 400 jours à peu près, donc on a à peu près la même distribution en cloche, type courbe de Gauss, mais avec ici des extrêmes qui sont assez présents. On a ici par exemple 1-2 journées dont les variations ont été entre 10 et 11%, ou entre 11 et 12% sur les 13 400 journées. Et donc vous avez exactement la même distribution avec ici une journée particulièrement atypique avec ici un crack avec moins 21% de variation pour le SP500 en une seule journée. Et donc ici on voit que 11 jours par exemple pour cette barre en fin de compte ne pèse que 0,08% de l'ensemble des jours de cotation pris dans cet échantillon. Et donc lorsqu'on regarde le meilleur et le pire en impact sur les performances, si on considère que l'on va éviter par exemple les journées les plus baissières ou malheureusement si on a évité les journées les plus haussières, on va regarder quel est l'impact de la performance de louper un certain nombre de jours. Donc par exemple j'ai mis ici le SP500, supposons qu'on se loupe dans notre market timing et qu'on loupe les 5 plus fortes hausses, donc c'est-à-dire en fin de compte ces journées-là, ici. Donc ici vous avez donc les 5 plus fortes hausses. Quelle va être la sous-performance que vous allez faire par rapport à si vous étiez exposé sur toute cette période de 52 ans? Et bien à ce moment-là, on se retrouve avec une sous-performance de moins 38%. C'est-à-dire que par rapport au SP500 qui a une certaine valeur, vous allez vous retrouver en évitant uniquement 5 jours malheureux des 5 plus fortes hausses avec une performance qui sera moins 38% de l'indice. Autrement dit, vous allez faire 62% de la performance de l'indice. Donc après, on voit que si on loupe les 10 plus fortes hausses, on est quasiment à la moitié. Donc si vous loupez les 10 plus fortes hausses, donc autrement dit à peu près cet échantillon-là, si vous loupez cet échantillon-là, vous allez faire que la performance du SP500 divisé par 2. Bon, etc., etc. Et si on loupe 25 jours, on voit qu'on va faire uniquement seulement 20% de la performance du SP500. Donc on va diviser par 5 la performance du SP500. Donc ça c'est énorme, parce que ça veut dire qu'on constate bien que même si ici, en termes de données, par exemple ces 11 jours, ne composent que 0,08% des jours de cotation, du fait qu'ici on a des extrêmes dont les variations sont plutôt énormes par rapport aux variations plutôt nombreuses ici entre 0 et 1%, l'impact il est évidemment énorme parce qu'ici on est sur une suite géométrique ou une variation par exemple de 50% qu'on pourrait avoir en une journée, imaginons, et ben ça va tout simplement avoir l'impact du simple au double sur la perf finale de l'indice. Et donc j'ai fait exactement le même exercice sur le SP500 en disant que là le market timing il marche bien et on va éviter les 5 plus fortes baisses de l'indice et on va se prendre toutes les autres baisses et puis toutes les autres hausses de l'indice. Donc à ce moment-là, si vous évitez les 5 plus fortes baisses de l'indice, donc notamment ici celle qui est monstrueuse à moins 21%, donc ici vous évitez celle-là, en fait vous faites une surperformance de plus 91%, c'est-à-dire que vous allez carrément doubler en fin de compte la performance de l'indice. Donc si vous évitez les 10 plus forte baisse de l'indice, bah là vous allez vous retrouver à plus 187%. Donc là vous allez quasiment tripler la performance de l'indice, donc c'est assez énorme. Donc si vous loupez les 15 plus fortes baisses, vous allez vous retrouver avec plus 303%. Donc vous allez à ce moment-là là, quadrupler en fin de compte la performance, la valeur de l'indice. Donc tout ça en fin de compte pour des jours qui, je le rappelle, en barre graphe, 11 jours, ça fait que 0,08% des jours de cotation. Alors après, si on regarde le timing de comment sont distribués ces fameux jours dans le calendrier, ces jours de hausse et ces jours de baisse, il y a quand même un souci, c'est que vous vous retrouvez avec ici les jours de plus forte hausse donc du SP500. Donc vous vous retrouvez avec par exemple le 13-10-2008, le 28-10-2008, donc ça c'est pendant la crise des subprimes. Vous vous retrouvez avec une forte hausse le 24 mars 2020 ou le 13 mars 2020, et qui est pendant le crack Covid. Vous avez ici le 21-10-87 qui est pendant le crack de 1987. Donc ça, c'est les plus fortes hausses que l'on observe donc ici, sont donc en fin de compte des hausses qui interviennent pendant des périodes hyper volatiles du marché, puis donc de type crack. Et donc évidemment, les plus fortes baisses, elles se retrouvent pareil dans la même période. Donc vous avez ici la plus forte baisse que l'on a ici du SP500 correspond à la baisse en fin de compte du fameux 19-10-1987 qui était le crack particulier de 1987 avec le SP500 qui a perdu
moins 20,5%. Après, vous avez le crack du 16 mars 2020 ou du 12 mars 2020, moins 12%, moins 9%. Et puis après, vous avez la partie subprime. Donc ici, c'est bien le top, en fin de compte, le top, je dirais, des plus fortes hausses. Et ici, vous avez le top des plus fortes baisses. Donc on voit bien qu'en termes de calendrier, c'est quand même assez compliqué de se dire je vais garder ces plus fortes hausses que je pourrais avoir pendant la crise subprime, mais en même temps, je ne vais pas me prendre les plus fortes baisses de la crise subprime. Ou alors, je ne vais pas me prendre le crack de la plus forte baisse de 1987, mais je vais garder le rebond qu'il va y avoir 2 jours après. Donc ça sous-entend qu'il va falloir quand même rentrer et sortir de façon particulièrement agile. Alors qu'en est-il du marché français? Donc pour répondre à cette question, je vais reprendre une étude de David Lebris qui s'appelle les cracks boursiers en France depuis 1854. Donc David Lebris, c'est quelqu'un que j'avais déjà évoqué lors d'une vidéo qui parlait du crack français en 1981 qui avait été oublié. Donc pour ceux qui n'ont pas vu cette vidéo, je vous invite à la regarder. Donc je vous remets ici le lien de cette vidéo du crack oublié en France de 1981 qui avait été notamment décrit dans cette étude. Et donc dans cette étude aussi, il explique que les événements extrêmes sont décisifs pour la performance finale. Donc là aussi, comme aux US. Donc les événements extrêmes sont déterminants pour la performance finale d'un actif, quelle que soit la période d'étude. A priori, les variations extrêmes pourraient apparaître comme de rares anomalies sans grande importance. Elles sont en réalité décisives pour la performance finale de cours de n'importe quel actif. Donc Mandelbrot, qui était un mathématicien, a aussi le premier à souligner ce phénomène. Les variations extrêmes sont si grandes qu'elles représentent une part significative des plus-values ou des moins-values finales à l'issue de cette période. Donc après ici, il donne des observations qu'on a vues notamment aux US. Et puis donc pour la France, ce qu'a fait David Lebris, c'est que depuis 1854, en fait, il a compilé l'équivalent du CAC 40 et il a fait des variations mensuelles sur 1858 mois. Donc sur le marché français, depuis 1854, les 20 plus fortes hausses sur les 1858 mois, soit environ 1% des observations, réalisent 96% du niveau final de l'indice. Donc autrement dit, il aurait suffi d'être investi sur le marché action 1% du temps pour accomplir presque toute la hausse finale. Une majeure partie du temps, les variations se compensent presque parfaitement. Donc on voit là aussi que la performance finale en fin de compte de l'indice ici CAC 40 reconstitué depuis 1854, il est fait sur une quantité infime de cotations faites. Et donc à l'autre extrême des variations, sur les plus fortes baisses, il constate aussi que ça a le même effet décisif sur la variation finale. Ainsi, si les 20 plus fortes baisses n'avaient pas eu lieu, ou autrement dit, en sortant du marché avant ces baisses et en rachetant le mois suivant, au lieu d'être à 3469 points en décembre 2008, le portefeuille ainsi géré serait à 135 000 points, soit 3890% de plus. Donc voilà, donc c'est énorme en fait. Donc là, il nous montre qu'en timant le marché, en évitant les plus fortes baisses et en gardant tout le reste, on se retrouve avec une surperf sur l'indice final qui est énorme. Et à l'inverse, si on loupe les plus grosses journées haussières, on se loupe aussi dans la performance finale. C'est exactement ce que l'on avait observé en termes de philosophie. C'est exactement pareil que ce qu'on avait vu aux USA. Et donc en synthèse, qu'est-ce qu'on peut déduire de tout ça? Bon, premièrement, ce qu'on peut voir, c'est que la distribution des variations journalières, les extrêmes ont des impacts forts sur la performance finale. Donc si vous loupez des jours extrêmes parce que vous n'êtes pas investi et puis que c'est une hausse, vous allez louper probablement un grand bout de la performance finale. Ou à l'inverse, si vous n'êtes pas investi et puis que c'est une journée de grande baisse, vous allez être récompensé pour votre clairvoyance de ne pas avoir été investi à ce moment-là. Après, ce qu'on peut observer, alors là c'est une palissade forcément, c'est que les fortes variations arrivent pendant les périodes à forte volatilité. Bah oui, forcément, mais c'est de type crack en fin de compte. Donc quand je vous remets ici la période 2008 qui correspond en fin de compte aux plus fortes hausses qu'on pouvait avoir sur le SP500, mais qui correspond aussi au top 4 et 5 des plus fortes baisses qu'on pouvait avoir sur le SP500, il est compliqué de se dire je vais récupérer cette hausse, mais je ne vais pas récupérer cette baisse. Ou alors ici, vous avez exactement pareil pendant 2020, où ici, vous avez le top 2, top 3 des baisses, qui correspond aussi au top 3, top 4 des hausses. Et puis pareil pour le crack 87. Voilà. Donc, on en déduit qu'effectivement,
c'est quand même particulièrement compliqué d'essayer de timer le marché à partir de là, et c'est pour ça que notamment le meilleur fonds français sur 30 ans, il est quasi toujours complètement investi. Donc c'est le fonds qui s'appelle Indépendance et Expansion. Donc c'est pareil, je vous avais fait une vidéo où je présentais les performances de ce fonds et puis aussi ses critères de sélection de valeur, parce que c'est un fonds de stock picking, de gestion active. Donc pour ceux qui veulent voir cette vidéo, je vous le mets ici, le lien. Et donc lui, sa philosophie, c'est il est quasi tout le temps investi à cause de ses statistiques. Il veut surtout pas louper les fortes journées de hausse. Alors, quelle est donc l'applicabilité et les limites de ça? Donc, premièrement, c'est si vous faites des ETF en passif, forcément là, c'est évident, vous voyez bien, faut pas timer. En fait, c'est vraiment la meilleure option que vous avez. C'est-à-dire que si vous faites de l'investissement régulier dans les ETF, vous timez pas, vous sortez pas parce que vous sentez qu'il va y avoir un crack, puisque vous voyez bien que vous risquez ici d'avoir un ETF sur, par exemple, qui copie le SP500, vous allez vous louper les plus grandes hausses, par exemple. Voilà. Par contre, si vous faites de la gestion active et du stock picking, alors là, je dirais c'est plus délicat. Vous pouvez soit effectivement tenter comme Indépendance et Expansion, être tout le temps en fait investi, ou alors après vous pouvez essayer effectivement de timer le marché, et là vous vous exposez à évidemment le fait de louper les plus grandes hausses. Après, il y a une autre façon aussi qui peut exister, c'est que là je vous ai parlé du marché au sens large, mais là on compare avec des indices. Mais il faut savoir qu'en fin de compte, il y a plusieurs marchés dans le marché, en fait. Par exemple, sur la cote d'Euronext, vous pouvez, avec des petits portefeuilles, quand je dis petits, c'est entre guillemets, c'est-à-dire que quand vous n'avez pas des dizaines de millions ou des centaines de millions à gérer, vous pouvez monter, en fin de compte, des positions sur des valeurs qui sont peu corrélées aux indices. Par exemple, vous pouvez avoir des situations spéciales, donc typiquement des valeurs en recovery ou des valeurs qui sont issues d'OPA, où il n'y a plus beaucoup de liquidité. Donc là, vous tombez sur des valeurs qui sont peu liquides. Vous pouvez très bien aussi aller sur des microcaps, c'est-à-dire des sociétés qui sont absolument suivies par personne. Là, vous allez avoir potentiellement un peu de flux vendeur pendant le crack, mais peut-être pas tant que ça. C'est-à-dire quand les marchés vont dégringoler peut-être de 7-8% en une journée, peut-être que cette valeur elle va même des fois quasiment pas bouger. Bon voilà, donc j'ai fini avec cette vidéo. Donc j'espère qu'elle vous a plu. Donc si jamais vous avez aimé, vous pouvez évidemment vous abonner à ma newsletter, vous abonner à ma chaîne YouTube. Donc cette newsletter, elle consiste en quoi? Donc tous les mois, je vous présente une société qui est cotée sur Euronext. Et puis à tous ceux qui sont inscrits à cette newsletter, je les invite à faire des conférences gratuites ou des conférences payantes, ou à recevoir des mails de ma part où je vous donne des trucs, des astuces ou des présentations de sociétés. Voilà. Sur ce, je vous dis donc à bientôt, prenez soin de vous, ciao.